à toutes et à tous, c'est Christophe Minier pour Café Vert, le podcast qui traite de l'écologie autour d'un bon café. Chaque semaine, nous irons à la rencontre de personnes, comme vous, comme moi, qui ont décidé de faire le pas d'un mode de vie plus écolo. Plus de voitures, plus de déchets, plus de viande. Ils sont chacun, à leur manière, passés à l'action pour l'environnement. Nous verrons avec eux pourquoi ils se sont lancés, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et les bénéfices qu'ils en ont retirés. Vous pouvez retrouver dès maintenant les épisodes de Café Vert sur votre application de podcast préférée ou sur notre site internet cafévertpodcast.fr. Bonne écoute! Bonjour à tous, et donc pour ce nouvel épisode, je reçois Julie. Julie, comment ça va? Ça va bien, Christophe. Et donc cet épisode est la suite du dernier épisode avec Hélène. Hélène, si vous vous en rappelez, elle a parlé de zéro déchet, comment elle faisait pour acheter ses produits sans emballage. Avec Julie, on va discuter d'hygiène et comment fabriquer ses produits d'hygiène à partir de produits sans les acheter directement en magasin. Et également la suite par rapport à l'alimentaire, à savoir revaloriser ses déchets alimentaires pour en faire quelque chose. Mais avant, je vais laisser Julie se présenter. Qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens? Alors bonjour, moi c'est Julie. En ce moment j'habite à Hambourg pour l'instant et ça fait peut-être 4 ou 5 ans que je m'intéresse à l'écologie, donc sous diverses formes évidemment, et que j'essaye de trouver mes propres moyens d'agir. Et par rapport à ça justement, tu as eu un déclic écologique ou c'est un peu progressif ou ça vient de la famille ou Alors j'ai pas du tout eu de déclic spécifique, mais c'est plutôt au cours de rencontres que j'ai pu faire ou de petites informations piochées par-ci par-là qu'on se rend compte qu'il y a un réel besoin exactement, un réel besoin d'agir. Et peut-être du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, la question que je pose à tous les invités en ce moment post-corona, du coup, où t'as passé le confinement et comment c'était? Tu l'as bien vécu? Alors oui, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'étais à Hambourg et on n'a pas été confinés. Donc avec les mêmes règles de distance et tout ça, mais très bien vécu, oui. Et donc on va rentrer maintenant directement dans le vif du sujet, donc l'hygiène. On a eu une discussion justement avant par rapport aux produits d'hygiène, au fait que tu en fabriques. Justement, est-ce que c'est dans un schéma global que tu as pensé à fabriquer toi-même tes produits d'hygiène ou vraiment tu t'es spécifié là-dedans? Alors la démarche a été à l'origine pas forcément écologique, c'est juste que je me suis rendu compte que dans les produits d'hygiène, il y avait beaucoup d'additifs, de détergents, de choses comme ça qui n'étaient pas bonnes pour la peau, les cheveux. Et donc c'était surtout pour, au départ, une idée de santé. Donc j'ai commencé à reproduire par exemple des shampoings solides moi-même en contrôlant la quantité de détergents chimiques que je mettais dedans, puis des crèmes hydratantes. De la crème hydratante, c'est de l'huile, un émulsifiant et de l'eau, grosso modo. Donc voilà, je reproduisais les produits du commerce presque à l'identique moi-même. Et au final, je me suis très vite éloignée de la forme du produit du commerce. Par exemple, plus ça mousse, plus c'est propre, ou ce genre d'idée qu'on a, pour aller au principe actif. Par exemple, aujourd'hui, à la place de la crème hydratante, j'utilise de l'huile, et à la place du shampoing, autre chose. Voilà, j'ai commencé petit à petit à absolument tout faire moi-même, et au final, on déconstruit énormément d'idées reçues. Par exemple, il n'y a aucun rapport entre avoir les dents propres et sentir la menthe, ou plein de choses comme ça, qui sont des choses marketing auxquelles on est habitué depuis très longtemps. Justement, tu étais au courant à propos de tous les produits, tous les additifs qui sont dans les gels douche, tout ça. En tout cas, toi-même, tu as fait des recherches ou par exemple, en ce moment, beaucoup de personnes en France utilisent des applications comme Yuka, en tout cas ce genre de données qui permettent de savoir un peu ce qu'il y a dans les produits et de savoir à quel point ils sont, à vrai dire, à quel point ils sont mauvais. Est-ce que c'est une recherche personnelle du coup ou c'est un peu par hasard que tu es tombé dessus? À l'origine, c'est plutôt des constats. Par exemple, avec un shampoing normal, je me lave les cheveux, le lendemain ils sont gras, des choses comme ça. Et petit à petit, donc je me suis pas mal renseignée moi-même, mais sans application puisque j'avais pas de smartphone à l'époque. Ça, c'est déjà aussi une pratique écologique, ne pas forcément avoir un smartphone. D'ailleurs, dans un prochain épisode, on parlera justement de quelqu'un qui prévoit d'acheter, ou qui a déjà acheté d'ailleurs, un téléphone, pas un smartphone déjà fait, mais qui peut être remplacé justement. Maintenant qu'on a vu un peu tes motivations, peut-être on peut aller directement en fait aux astuces. Je pense que c'est ce que les gens veulent savoir en priorité. Peut-être je te laisse commencer si tu as une idée de produit que tout le monde utilise aujourd'hui, qui est très mauvais au final, comme tu dis, et que tu fais toi-même. Oui, bien sûr. Alors juste avant ça, faut savoir que dans cette démarche, quand on la pratique, au bout d'un moment, on s'arrive à se séparer extrêmement beaucoup de produits. Donc aujourd'hui, j'utilise un shampoing, un gel douche et un dentifrice et c'est tout. Parce que on voit plus trop d'utilité à autre chose. Après, des idées, par exemple, pour ce qui est du shampoing, j'utilise de la farine de seigle. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en Allemagne parce que c'est ce qui est pratiqué ici. Donc farine de seigle avec de l'eau,
l'eau, on fait la pâte à crêpes sur la tête, et très dur à appliquer au début, et après ça se passe bien. En France, je sais qu'il est plus courant d'utiliser du pois chiche. Juste du coup, pour s'arrêter là, c'est vrai que c'est une pratique qui est très peu utilisée par les personnes. Et du coup, on peut avoir beaucoup d'a priori. Bah, justement, je me pose la question, est-ce que ça pose pas des problèmes, tes cheveux sentent bon ou ce genre de choses, justement? Oui, après, toujours dans l'idée des idées reçues, il faut savoir se détacher de c'est pas parce qu'on sent la fleur des îles de Monaï, de je sais pas quoi, qu'on est propre en fait, Ouais. finalement. Enfin, C'est une impression de bonne odeur, mais au final... voilà, exactement. Donc Ouais. oui, non, il n'y a pas de différence. Si j'en parle pas, les gens ne le savent pas. Mais c'est vrai que je fais face à pas mal de commentaires. La première chose qui vient, c'est ah, mais tu utilises pas de dentifrice, pas de savon, pas de ça, c'est sale. Non, pas forcément. Donc c'est sale. Ou alors beaucoup de commentaires, t'as pas d'argent. C'est vrai que c'est peut-être un a priori qu'on peut avoir sur le fait que les gens qui ne s'y connaissent pas, en fait, ils pensent que tu mets de la nourriture sur la tête, entre Oui, guillemets. exactement. Ouais. Donc ça, je peux comprendre tout à fait. Malheureusement, j'ai peu de personnes proches très intéressées à l'écologie, donc j'évolue pas forcément dans cet environnement, et j'ai pas constaté que les mentalités avaient changé dessus. Et je confirme aux auditeurs, les cheveux de Julie ne sentent pas la baguette. Ils sentent normalement... Du coup, ça, c'était un exemple, justement, les shampoings avec de la farine. Mais il y avait aussi une question que je me demandais par rapport à ça, par rapport aux tuyauteries. Est-ce que ça pose pas des problèmes, justement, Ouais. dans les tuyauteries? Les tuyauteries, alors j'avoue que je sais pas trop, de ce que j'ai constaté, ça ne bloque pas. Après, il y a le problème des huiles. Par exemple, je me lave les dents à l'huile, et ça, je crois pas que ce soit génial. J'ai pas encore trouvé d'alternative. Pour les canalisations, ouais. Ouais, mais il me semble que c'est pas génial de balancer de l'huile dans les canalisations. Ok. On passe au dentifrice, se laver les dents à l'huile. Vraiment, ça nettoie. Parce que à vrai dire, c'est la première fois que j'entends cette méthode pour justement laver les dents. Et je pense que pour beaucoup de monde, c'est aussi la première fois. Est-ce que tu as vu un peu un changement par rapport à quand tu utilisais des dentifrices classiques, on va dire? Alors non, j'ai pas constaté de changement. Après, il faut savoir, j'en ai parlé avec mon dentiste, bien sûr, que se laver les dents, c'est surtout le geste, la mécanique qui compte, et le dentifrice est un accessoire. Après, il y a cette question du fluor qui, même par les dentistes, n'est pas encore résolue. Est-ce que c'est utile, est-ce que ça ne l'est pas? Mais voilà, il faut juste faire très attention aux produits abrasifs. Avant, j'utilisais de l'argile, par exemple, que j'ai vite arrêté parce que ça abîme les dents. Et pour l'instant, j'ai la solution de l'huile de coco, qui est pas écologique malheureusement. Alors certes, il y a une grosse réduction de déchets, mais ça vient de loin. C'est encore à améliorer pour la suite. Est-ce que justement, on va préciser au final que tout ce que tu dis aujourd'hui, c'est plus ou moins validé. En tout cas, le dentiste, justement, pour parler du dentifrice, est-ce qu'il a validé le fait de se laver les dents à l'huile? Alors C'était quoi sa réaction? J'aimerais bien, ça, justement, je suis curieux. Je te rapporte, j'ai demandé à 2 dentistes différents. La première, c'est lorsque je me lavais les dents à l'argile, elle m'a dit, je mélangeais l'argile et l'huile. Elle m'a dit surtout arrête l'argile, c'est abrasif, ça a été confirmé. Mais elle m'a dit que les dentifrices qu'on utilise couramment ne sont pas forcément meilleurs que l'huile, et c'est bien le geste mécanique qui est utile. Le second m'a dit pareil, et que voilà, pour lui, il n'y avait pas de contre-indication à utiliser l'huile, et que certains dentistes disaient que le fluor était utile, d'autres non. En fait, eux-mêmes ne savent pas vraiment oui ou non. Donc voilà. Après, je suis pas du tout une professionnelle, j'espère que je dis pas de bêtises. Après, au moins, ça montre que c'est validé. Parce que je pense que peut-être beaucoup de personnes qui écoutent veulent faire un pas écologique, mais ils sont pas encore au point de se débarrasser du dentifrice classique. C'est vrai que dans nos esprits, j'ai l'impression que si c'est pas du dentifrice, ça nettoie pas. Oui. Malheureusement. Et comme pour le shampoing, tu parlais aussi du gel douche. Est-ce que le gel douche, comment tu fais pour le gel douche? Alors pour le gel douche, j'avoue que j'en utilise beaucoup moins, pas tous les jours, c'est vrai, je ne puis pas. Et donc j'utilise soit de l'argile, soit du savon. Bon, ça c'est encore à résoudre, mais bon. Et voilà. Sinon, il y a quelque chose, c'est vrai, qui choque assez pas mal, c'est que j'utilise pas de papier toilette. J'utilise de l'eau. C'est quelque chose que j'avais découvert lors d'un voyage en Inde il y a à peu près 5 ans. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça beaucoup plus hygiénique, beaucoup plus, beaucoup mieux. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement choque toujours. À vrai dire, oui, en tout cas, j'ai l'impression que c'est que dans les pays Europe, États-Unis, que l'utilisation de papier toilette est pas reconnue, mais en tout cas c'est généralisé. Alors que c'est vrai que pour avoir été aussi dans un pays où justement le papier toilette n'existe pas, au final ils utilisent des douchettes. Et d'expérience, au final on se sent beaucoup plus propre après un lavage douchette. Ouais. Qu'après un lavage papier toilette. Tu t'es renseigné un peu par rapport au papier toilette, l'impact environnemental que ça peut avoir ou pas? Pas du tout, je me demandais aussi, parce que j'ai vu qu'il y a du papier toilette parfumé, qu'est-ce que ça fait dans l'eau, des canalisations, j'avoue que je sais pas du tout. Un truc à voir, mais en tout cas, chapeau au mec qui a instauré le papier toilette en Europe et aux États-Unis pour vendre un produit aussi inutile, je trouve ça...
Ouais, j'ai l'impression aussi, par rapport aux toilettes, il y a le fait de tirer la chasse avec de l'eau que l'on peut boire, alors qu'en soi, il suffirait juste de l'eau de douche pour tirer la chasse. Mais bon, ça, c'est du coup, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que un sujet plus global, mais c'est vrai que c'est un point intéressant à évoquer. Par contre, justement, tu fais sans papier toilette, mais en Europe, les toilettes ne sont pas forcément adaptées à ça. Ouais, comment tu arrives à te débrouiller Ouais, alors avec... quand je suis chez moi, c'est très facile, j'utilise une bouteille d'eau ou ce qui me passe sous la main, quoi. Mais oui, c'est sûr que dans les lieux publics, eh bien, j'utilise du papier toilette comme tout le monde. Et... C'est vrai que c'est souvent un peu, c'est la discussion qu'on a, c'est souvent avec la consommation, on peut changer les choses. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi les gouvernements, les politiques qui doivent aider. Le lobby du papier toilette, Le ouais, lobby, c'est possible. très important, le lobby du papier toilette. Il domine le monde peut-être. Et du coup, tu as d'autres produits d'hygiène. Peut-être justement les produits de lavage. Ce que tu fais pour laver ton linge, j'imagine que tu n'utilises pas les petites dosettes ou des produits achetés en magasin. Ouais, alors exactement. Bah, pour la lessive, je coupe du lierre dans la rue. Quand on regarde bien, on s'en rend compte qu'il y en a partout. On fait bouillir ça à 1 heure et voilà. En fait, il y a des saponines dans le lierre qui vont laver le linge et avec filtration, après, ça te fait de la lessive à 0 €. Donc ça c'est cool et ça fait un gain de plastique assez énorme quand on se rend compte de la taille des bidons de lessive. Alors ça c'est quelque chose que j'ai fait, j'avoue c'était un petit déclic après une photo d'une déchetterie, je crois que c'était en Amérique du Sud, où finalement on voyait les plus gros déchets c'était les bidons de lessive. Voilà, après pour ce qui est de laver la maison, donc le vinaigre. Et j'ai découvert un truc plutôt sympa pour la vaisselle, c'est l'eau des pots de patates. Ah ouais. Des pots de patates, c'est-à-dire tu laisses mijoter des pots de patates dans... Peut-être tu peux nous dire comment tu fais, ouais. Ouais, exactement. C'est l'eau de cuisson des patates ou juste des pots de patates mijotés un bon quart d'heure et on filtre ça avec un peu de vinaigre pour pas que ça pourrisse. Moi je trouve que ça lave bien la vaisselle. Et ça fonctionne bien ? Je trouve. Ah, pas mal. C'est à tester. C'est vrai que ça c'est intéressant et ça c'est quelque chose de vraiment facile à mettre en place, que ce soit d'ailleurs en pratique que mentalement à mettre en place. Est-ce que tu as d'autres produits d'hygiène en tête pour terminer un peu sur le sujet Alors, je me maquille très peu, mais pour se démaquiller, on peut utiliser de l'huile, tout simplement. Il y a aussi le matin, parfois, je prends le fond de marc de café de ma cafetière et je me la frotte partout sur le corps, ça fait un gommage, c'est cool. Et ça sent bon. Et tout ça fonctionne très bien, ouais. Oui, voilà, par contre j'en prends un tout petit peu pour les canalisations. Et tout ça fonctionne très bien. Ok, bah, merci beaucoup pour ces astuces. A priori, je les rajouterai chacun dans le site internet, dans la partie réservée au zéro déchet, et qui est un peu lié au sujet dont on avait également parlé, la façon dont tu revalorises au final les déchets, donc les déchets alimentaires pour en faire d'autres aliments. Peut-être 2-3 exemples avant de passer à la suite. Alors oui, exactement. Alors faut savoir que je consomme énormément de produits frais et que j'ai pas l'occasion de faire un compost, donc ça fait beaucoup de déchets organiques. Donc à partir de ça, j'ai commencé à mettre en place, surtout grâce au pseudo-confinement qui m'a beaucoup aidé à réfléchir, plein de petites astuces. Par exemple, donc il y a l'eau de cuisson, comme on disait, des patates. On peut réutiliser toutes les eaux de cuisson dans les plantes. On peut faire avec des noyaux de dattes du super café super bon, en les faisant torréfier un peu au four. Et aussi les trognons de pommes, je crois que tu me disais un truc par rapport aux trognons de pommes. C'est ça. On peut réutiliser toutes les épluchures dans des soupes, ça c'est très bon. Les épluchures de fruits et de légumes, ça passe. Les trognons de pommes, pareil, on peut dénoyauter et mettre dans une compote, tout simplement. Enfin voilà, il y a plein de petites choses à faire et ce que je conseillerais, c'est simplement lorsqu'on a des déchets qui sont un petit peu redondants, on a souvent les mêmes, on peut simplement taper sur internet que faire avec ça et on se rend compte que finalement c'est une mine d'or et que plein de gens y ont pensé avant nous. Il y a aussi les pots de banane que je fais bouillir et ça fait une sorte de compote très bonne. Pour conseiller aux gens de se lancer un peu dans ce système, on peut trouver tout sur internet. Est-ce que peut-être un site en particulier qui donne ce type de conseils, ou tu conseilles plutôt dès qu'on a un déchet, voir sur internet ce qu'on peut en faire avec? Oui, j'utilise plutôt la méthode spontanée, donc... le test, voilà. try and retry. Exactement. Sinon, il y a beaucoup de sites maghrébins, parce que surtout dans la cosmétique et pour les déchets, ils ont l'air très avancés sur le fait de vous-même, mais j'ai pas de site en particulier, non. Ok. Du coup, je vous conseille à vous renseigner également donc, sur internet. Dès que vous avez un déchet, allez chercher sur internet et voir un peu ce que ça fait. Exactement, on peut être très surpris. Et donc en deuxième partie, on avait discuté également par rapport au deuxième thème de ce podcast qui concerne les transports. Avec un invité, on avait parlé des Flixbus. Et là, on va parler d'une autre manière de voyager, un peu plus différent, mais également qui est
apporte beaucoup humainement et qui écologiquement est aussi plus propre que voyager seul en voiture, donc c'est faire du stop. Est-ce que tu peux justement un peu raconter ton expérience par rapport à ça? Oui, donc j'ai commencé à faire du stop il y a 5 ou 6 ans, toujours dans une démarche de spontanéité, et j'ai été très agréablement surprise. Parce qu'on fait plein de belles rencontres, finalement on voyage lentement, avec beaucoup de choses surprenantes, on rencontre des gens très différents, on s'arrête lorsqu'on n'avait pas prévu de s'arrêter et plein de choses comme ça, et c'est quelque chose qui m'a paru assez facile, bon après certes c'est plus facile quand on est une fille, qui m'a permis de faire plein de rencontres et plusieurs grands voyages en stop. Est-ce que peut-être justement pour nos invités, pour nos auditeurs, est-ce que tu as un exemple de voyage qui t'a marqué justement en utilisant le stop? Ouais, tout à fait. Alors j'ai commencé à Berlin avec une amie, on est allé à Prague, en Pologne. Ensuite on a décidé de faire un tour de l'Irlande en 10 jours. Donc c'était le mois de janvier, il faisait très froid, il pleuvait tout le temps et finalement ça s'est très bien passé. Donc c'est quelque chose que je conseille. Après oui évidemment, il y a un souci de sécurité qui peut arriver, je suis consciente d'avoir eu de la chance jusque-là, donc peut-être les filles commençaient accompagnées. Mais... Et t'as eu des mauvaises aventures ou aucune pour l'instant jusqu'à maintenant? Alors jusqu'ici, sachant que je pratique assez souvent, j'ai eu une fois une mauvaise aventure, c'est-à-dire un mec un peu collant qui voulait mon numéro. Okay. Voilà, je suis sortie mais il est pas allé au-delà de... Non, pas du tout. Et donc là, je conseille vraiment ce mode de déplacement plus spontané pour vivre le voyage. Finalement, pour moi, le voyage écologique, c'est aussi être plus lent et profiter de la route comme destination. Peut-être c'est un peu aussi le bilan de tout ce que tu as dit aujourd'hui. Vivre la vie d'une autre manière, pas forcément avoir les produits tout de suite ou pas forcément arriver tout de suite à une destination, mais ralentir et prendre plus de temps. Exactement. Ça passe par la consommation comme par les expériences, comme les voyages. Et c'est très satisfaisant de se dire qu'on est un peu plus proche de sa consommation. Alors, je sais que je suis très loin d'une consommation éthique. Par exemple, je vais pas mal au supermarché. Mais oui, c'est très agréable de se poser des questions et de consommer plus lentement. Ça marche aussi par exemple avec les vêtements d'occasion, on est très vite surpris du nombre de vêtements d'occasion qu'on peut trouver et de la facilité. Donc c'est de repenser les choses et pas forcément et repenser aussi le tout de suite maintenant. Ouais, vraiment prendre son temps, ralentir sa vie peut-être. Un petit peu, ouais, exactement. Après c'est pas évident puisqu'on ouais. Voilà. Là aussi pour revenir à ce qu'on disait au début par rapport à l'hygiène, est-ce que l'interview est faite, et d'ailleurs sûrement une des dernières interviews à être faite en Allemagne. Ensuite je reviendrai en France. Ouais. Beaucoup de personnes qui nous écoutent vivent en France. Est-ce que tu vois un peu une différence par rapport à ça justement entre la France et l'Allemagne, deux pays qui sont proches mais pas forcément la même culture? En tout cas, est-ce que tu as vu quelque chose? Ouais, alors déjà, il faut savoir qu'ici on est à Hambourg, c'est pas forcément représentatif de l'Allemagne en général parce que c'est une ville qui est assez riche, donc a développé pas mal de choses à ce niveau-là. Donc déjà, il y a une grande mode de consommer bio et ici la nourriture biologique est beaucoup moins chère. Donc je trouve qu'au niveau diététique, c'est mieux par exemple. Par contre, on trouve très peu de magasins en vrac. Je sais pas pour toi Christophe, mais moi j'en ai trouvé 2 dans la ville et c'est des trucs un peu écolo-bobord de prix. On va dire pareil, j'étais assez surpris. À un moment, je voulais m'y mettre, ça fait partie un de mes chantiers personnels entre guillemets pour l'écologie. Et au final, en voyant qu'il n'y en avait exactement que 2, j'ai rapidement abandonné cette idée, en tout cas pour le moment. J'espère le reprendre à Paris. Ouais, carrément. Il s'est passé la même chose pour moi. Et à l'inverse, par contre, j'ai été très surprise. Donc, une petite anecdote, mais ça peut peut-être illustrer beaucoup. Ici, les gens ont des masques en tissu, très majoritairement. Je suis rentrée à Paris le mois dernier et j'ai été très surprise de voir 3/4 des gens dans le métro avec des masques jetables. Alors, peut-être qu'il y a eu des distributions, des choses comme ça, mais bon, ça montre aussi Oui, je pense qu'on a un côté plus jetable en France qu'on n'a pas forcément en Allemagne. Et donc, j'explique pas du coup trop ce rapport entre épicerie en vrac qui serait plus présente en France. Ah oui, mais donc au final, par contre, pour le zéro déchet que tu pratiques, c'est plus facile à le faire ici ou en France? Ou c'est pareil, c'est les produits un peu similaires? Ou peut-être, justement, tu disais qu'il y avait plusieurs produits pour les mêmes pratiques, que justement tu t'adaptes selon le pays Alors, pour ce qui est de l'hygiène, je trouve beaucoup plus d'articles et de choses comme ça en allemand. Donc j'ai l'impression que c'est mieux accueilli et plus développé. D'ailleurs, c'est même mieux accueilli quand j'en parle autour de moi. Ensuite, il y a aussi le fait que c'est mieux de réutiliser des épluchures biologiques, évidemment, et qu'elles sont moins chères en Allemagne. Donc ça, c'est plus pratique à ce niveau-là. Par contre, oui, le vrac est aussi ma prochaine mission écologique et c'est assez dur de s'y mettre ici. Et du coup, ça fait un bon bilan pour justement pour le futur. Ah, tu veux rajouter peut-être quelque chose? Je te laisse... Et une dernière chose, comme je disais, par exemple, l'hygiène naturelle est bien mieux reçue en Allemagne. Ils ont aussi un nom pour une pratique qui est peu connue en France, donc c'est celle d'aller fouiller dans les poubelles de supermarché. Donc je recommande pas du tout, mais il faut savoir qu'en Allemagne, ils ont un nom pour ça. Alors certes, les Allemands ont un peu des noms pour tout et n'importe quoi, mais ça prouve quand même que cette pratique est un peu plus généralisée ou au moins mieux reçue
qu'en France. Je crois que sur ce point, justement, il y a quand même quelques groupes qui commencent à se former à Paris pour, c'est ça, pour se débarrasser de tous ces produits qui sont jetés par les centres commerciaux, qui pourraient être utilisés et au final qui ne le sont pas du tout. Et à un moment, tu avais même vu un cas où ils détruisaient les produits. Ouais, exactement. Ouais. Il m'est arrivé une fois de trouver dans une poubelle 2 kilos de raisin avec une bouteille d'eau de javel à côté qui a été vidée sur les fruits. Et ça, c'est une pratique assez courante qui est très triste. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont besoin et qui fouillent dans les poubelles parce qu'ils ont besoin. Très triste d'un toxique. Ok, merci beaucoup pour ces descriptions et pour un peu tes astuces par rapport au zéro déchet. Du coup, on va passer à la dernière partie maintenant de cette interview, donc ce que j'appelle les écolotips. 4 questions rapides, 4 réponses rapides sur les 3 thèmes de ce podcast ainsi qu'une partie plus culturelle. Donc d'abord, ma première question, est-ce que tu as une recette végétarienne à proposer que tu réalises de temps en temps et que tu conseilles à tout le monde? Ouais, on va commencer une recette de saison. Donc en fait, c'est les pots de pastèque. Vous savez qu'elles sont assez épaisses et donc j'enlève la partie extérieure qui est assez dure. On coupe en tout petits morceaux, on met un peu de vinaigre, un peu de sel, un peu de sucre et ça fait des super cornichons. Voilà, laissez macérer au moins une journée. Et c'est bon, en tout cas, c'est bon au goût. Au goût, tu retrouves un peu le goût du cornichon de cette manière? Oui, le goût du vinaigre, je trouve que le goût du cornichon, c'est un peu vrai. le goût du vinaigre. Pas faux. Mais oui, c'est très bon dans la salade. Ah, nickel, c'est vrai que je pense que personne n'a forcément eu cette idée et ça rappelle un peu aussi le fait de revaloriser les déchets alimentaires pour finalement, tout est bon, normalement tout est bon dans le cochon, mais là on va dire tout est bon dans la pastèque. Voilà. Est-ce que tu as une destination en France, accessible en train ou en autostop, que tu conseilles Ouais, alors la Suisse normande, j'avoue, j'y suis jamais allée, j'ai toujours voulu y aller, c'est au sud de Caen, de 150-200 km de Paris en train, et ça a l'air magnifique, un endroit de la Normandie qui est vallonné. Qu'est-ce qui t'attire là-bas? Le paysage ou Ouais, des magnifiques paysages, sinon il y a les Vosges, accessibles en train, par exemple avec des copains on avait fait une randonnée pendant un week-end de 4 jours, c'était absolument dépaysant, merveilleux, et voilà. Ok, c'est vrai que pour l'été, tout le monde pense plutôt aller à la plage généralement, mais pourquoi pas les Alpes, en tout cas pas les Alpes, pardon, les Vosges, la montagne, pour faire de la randonnée, c'est vrai que c'est assez sympa et c'est, au final, pour se ressourcer, je pense que c'est top. Ouais, ça fait du bien. Une astuce zéro déchet, je sais que tu en as donné plein jusqu'à maintenant. Est-ce que tu as quelque chose, peut-être pas forcément un produit que tu fabriques toi-même, mais une astuce pour toute personne qui voudrait se lancer dedans? Oui, alors j'ai une astuce de couture pour gros feignants que je suis, c'est de garder les vieux vêtements et notamment ceux avec des manches ou alors les jambes de jean et comme ça vous coupez seulement le bas des jambes ou des manches et ça vous fait un sac à vrac. Un sac à vrac? En cousant, je voulais dire, pardon, en cousant uniquement le bas d'une manche ou d'un... Voilà. C'est-à-dire, ok, si je vois bien, en gros, à partir des manches, tu fais un sac et à partir de la zone corps, tu gardes en transformant un pull long en pull court? Ah non, je me suis mal exprimée, juste couper la manche et coudre le bout. Ok, et qu'est-ce que tu fais? Le reste à jeter par contre? Non, ne jamais jeter. Par exemple, on peut faire plein de choses, par exemple des filtres avec des tissus. Des filtres, par exemple pour faire du lait d'avoine, vous mixez l'avoine et vous filtrez dans un morceau de tissu. Enfin, toujours garder ses vieux vêtements, ce serait mon conseil. Et réutiliser, oui, pour d'autres utilisations que seulement de la porter. Oui, voilà, ceux qui sont morts. C'est vrai que justement, c'est cette astuce assez intéressante pour compléter avec d'autres témoignages avant qui parlaient de recoudre ces vêtements. Mais c'est vrai qu'à un moment, ils sont peut-être beaucoup trop usés pour être recousus. Et à ce moment-là, c'est vrai que réutiliser pour d'autres, c'est une exactement, très bonne idée. Et enfin, peut-être un film, un documentaire, un livre lié à l'écologie que tu conseillerais, en tout cas, ou même un site internet pour toute personne qui voudrait se lancer dans l'écologie et voudrait en découvrir un peu plus. Alors il y avait un article super sympa que j'ai lu, c'est peut-être connu. Donc c'est des gens qui ont lancé une start-up récemment qui s'appelle La Boucle Verte. Donc c'était une start-up de recyclage. Et ils ont fait un article récemment pour expliquer pourquoi la start-up n'a pas marché et pour déclarer qu'ils déposaient le bilan. Et donc ça explique, c'est pas du tout prise de tête, ça explique assez bien le monde du recyclage, pourquoi c'est presque impossible d'entreprendre dans l'économie circulaire, puisque avec cette idée de décroissance, finalement, tous ces nouveaux produits qui nous sont vendus et toutes ces entreprises qui se lancent avec des produits écologiques, c'est vrai que c'est discutable. Et voilà, c'est super intéressant et je vous conseille d'aller le voir. Il s'appelle Désillusion d'une start-up dans l'économie circulaire, je crois. Ok, oui, ça me dit quelque chose. Je ne l'ai pas lu personnellement, mais c'est vrai que je l'ai vu passer. Et de toute façon, vous retrouverez le lien de l'article sur le site de Café Vert, cafévertpodcast.fr. Du coup, merci Julie pour ton témoignage. Ouais, merci à toi. J'espère que vous allez être, grâce aux astuces de Julie,
peut-être tester de nouvelles pratiques zéro déchet justement, passer le pas se passer de dentifrice et de gel douche et voir au final tous les avantages que ça comporte. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Café Vert sur le site internet cafévertpodcast.fr et je vous dis à bientôt. Salut Julie. Bonne journée, salut. Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.